Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée. Voici pour vous les titres. Adoption d'une proposition de modification de la résolution 005-2022/ALT par l'Assemblée législative de transition. Une modification permettant désormais aux députés de l'ALT de siéger à la Haute Cour de justice. D'ailleurs, les députés seront désignés dans quelques jours conformément à la loi organique et à la Constitution qui prévoit des élections. Le syndicat national des contrôleurs aériens et assimilés du Burkina dénonce la gestion de l'actuel directeur général de l'ASECNA. En conférence de a également annoncé qu'il maintient la grève du 25 au 27 août prochain. Et puis au Mali, le président de transition Assimi Goïta a nommé ce dimanche un premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, remplace Choguel Kokala Maïga, hospitalisé depuis quelques jours. Les réactions de la population malienne suite à cette décision dans ce journal. Messieurs, dames, nous démarrons ce journal avec le président du Faso qui a reçu en audience ce lundi les ministres en charge de la défense du Niger et du Burkina Faso. L'objectif de cette rencontre, faire le point au chef de l'État de la séance de travail des deux délégations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour le ministre nigérien de la Défense, les deux parties ont fait cas des solutions qui pourraient permettre au Niger et au Burkina Faso de reprendre le contrôle de la situation et ainsi sécuriser toutes les populations. On l'écoute d'ailleurs à sa sortie d'audience. La première étape, celle dans laquelle nous sommes, c'est renforcer d'abord la coopération entre nos deux pays, entre nos deux armées dans le domaine de la défense. Nous avons pris la décision, nous sommes en train de préparer un accord de coopération militaire entre nos deux pays. La deuxième étape, c'est de continuer les opérations militaires que nous sommes en train de faire sur le terrain. Nous avons déjà eu à faire Tanli 1, Tanli 2, Tanli 3. Nous sommes en train de préparer Tanli 4. Le CONOPS va être signé tout à l'heure par les différents chefs d'état-major. Mais au-delà de ces opérations, nous envisageons de faire d'une manière régulière, d'une manière permanente, des opérations sur le terrain entre nos différentes forces armées pour faire que nos forces occupent le terrain, prennent le contrôle du terrain, qu'elles ne puissent pas laisser un seul centimètre, aussi bien au Niger qu'au Burkina, aux terroristes. Nous avons passé en revue aussi la situation d'un point de vue sous-régional et nous avons pensé que le Mali, qui aujourd'hui est le grand absent de la coopération dans le domaine de la défense, il faut qu'on travaille pour que le Mali puisse revenir et assumer ses responsabilités et jouer ce rôle. Au niveau du Burkina, les responsables vont faire le travail en direction du Mali pour faire comprendre aux responsables maliens le travail qu'ils ont à faire et qu'on puisse arriver à avancer. L'un dans l'autre, d'ici quelques temps, nous allons nous retrouver avec mon collègue pour faire un peu le point de cette situation. Nous avons regardé un peu aussi l'évolution de la situation vers le sud, donc du côté du Bénin pour nos deux pays, donc le point triple de frontière entre le Niger, le Burkina et le Bénin. Et là aussi, nous avons décidé de continuer à travailler et d'avoir un résultat. Les députés ont adopté la proposition de modification de la résolution 005-2022/ALT portant règlement de l'Assemblée législative de transition. Et c'est la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains qui a porté le projet. L'adoption de ce règlement permettra désormais aux députés de siéger à la Haute Cour de justice. Le compte-rendu dans ce reportage d'Alexis Wenkouni, Belem Naba. C'est à l'unanimité que les 66 députés présents dans cette salle ont adopté la proposition de modification de la résolution 005-2022/ALT portant règlement de l'Assemblée législative de transition. Cette proposition de modification est portée par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, KJDH. L'Assemblée législative de transition participe ainsi à la réalisation de l'œuvre de justice inscrite dans sa charte. Conformément à l'article 137 de la Constitution, la Haute Cour de justice est composée de députés élus
après chaque renouvellement général, ainsi que des magistrats désignés par le président de la Cour de cassation. Des modifications s'imposent donc pour permettre aux membres de l'ALT de siéger à la Haute Cour de justice. Dans le règlement de l'Assemblée, il soit intégré des dispositions permettant la désignation des députés qui doivent siéger à la Haute Cour de justice et permettant aussi d'organiser la procédure de saisine de la Haute Cour de justice. Donc dans les jours à venir, on doit mettre en place la Haute Cour de justice, c'est dire que nous devons avoir une autre session où il va être désigné les députés qui vont siéger à la Haute Cour de justice. Les autres commissions générales saisies pour avis ont toutes émis un avis favorable pour l'adoption de la présente proposition de résolution. Pour le président de la KJDH, cela devrait permettre le bon fonctionnement de la Haute Cour de justice. Depuis 1995 que cette Haute Cour de justice existe, elle n'a pas véritablement fonctionné normalement. Il faut dire que le fonctionnement de cette juridiction dépend des pouvoirs publics. Si les pouvoirs publics estiment nécessaire de donner les moyens à la fois financiers et matériels, humains nécessaires pour que la Haute Cour de justice fonctionne, il n'y a pas de raison que la Haute Cour de justice ne fonctionne pas. Et cette modification, l'Assemblée législative de transition joue sa partition en permettant à cette juridiction de se mettre en place. Il reviendra au pouvoir public de doter à cette juridiction des moyens nécessaires pour fonctionner. Pour le président de l'ALT, cette résolution sera transmise à la juridiction compétente conformément aux dispositions des textes en vigueur. Je vais transmettre aujourd'hui même la résolution adoptée au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 155, alinéa 1 de la Constitution. C'est à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel que nous procéderons à l'élection des juges parlementaires qui devront siéger à la Haute Cour de justice. C'est après 4 mois d'application que l'ALT a procédé à la relecture de ce dispositif afin de permettre le bon fonctionnement et pour définir les procédures de saisine de la dite Cour. Le syndicat national des contrôleurs aériens et assimilés du Burkina a tenu une conférence de presse ce 22 août 2022. L'objectif visé, exiger la satisfaction de la plateforme revendicative en 9 points. Occasion également pour les conférenciers de dénoncer la gestion de l'actuel directeur général de la SECNA qui, selon eux, travaille à remettre en cause leurs acquis. Par conséquent, ils annoncent que la grève annoncée du 25 au 27 août reste d'actualité. Maxime Jean-Eudes Bombara pour le reportage. Faute de satisfaction de sa plateforme revendicative, et ce, malgré la grève annoncée du 25 au 27 août par l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA, le syndicat national des contrôleurs aériens et assimilés du Burkina, membre de l'Union, redonne de la voix et pointe du doigt la gestion de l'actuel directeur général de la SECNA, Mohamed Moussa. Monsieur Mohamed Moussa, qui gère la SECNA depuis 2017, comme une entreprise personnelle, a choisi la voie de la confrontation. Recherchant l'affrontement à tout prix, il a en outre rompu unilatéralement tout dialogue avec le contrôleur et se livre depuis lors à des menaces, des intimidations, harcèlement et autres pressions psychologiques contre les contrôleurs aériens. Les derniers en date étant les demandes d'explications infligées aux secrétaires généraux des syndicats de base et les assignations en référé tous azimuts. Selon les conférenciers, la quasi-totalité de leurs acquis a été remise en cause depuis que l'actuel directeur général est à la tête de la SECNA. Pour exercer le métier de contrôle aérien, il y a en gros 3 exigences, 3 groupes d'exigences si vous voulez. Il y a la question de la visite médicale. C'est-à-dire qu'un contrôleur aérien doit répondre à un certain critère donc, de santé physique et mentale. Il y a le groupe d'exigences qui est lié aux aptitudes professionnelles elles-mêmes. Et il y a un dernier groupe qui est lié aux compétences linguistiques. Il y a eu des acquis qui ont été obtenus de haute lutte pour pouvoir satisfaire ces exigences. Et ce sont des acquis en termes de formation, pour pouvoir mettre le contrôleur aérien effectivement à niveau, pour pouvoir répondre à ces exigences afin de rendre le service. Nous avons constaté que depuis que ce DG est en place, il est en train de scier tous ces acquis.
Après avoir accusé un retard pour démarrer cette conférence de presse prévue pour 14 heures, le secrétaire général du SYNCAP dit avoir été appelé d'urgence par le ministre en charge des Transports. Faut-il alors s'attendre à la levée du mot d'ordre de grève les jours à venir? Nous avons appris qu'il y a des instructions qui seront données pour qu'il y ait des négociations directes avec l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA. Nous préférons mettre tout ça au conditionnel. Et donc, il ne nous appartient pas, en tant que syndicat membre, de décider du sort du préavis de grève. Mais certainement que l'Union va se pencher sur les éventuelles résolutions qui seront prises pour pouvoir prendre une décision. La décision qui sera prise, nous, syndicats, SYNCAP, syndicats membres donc, basés au Burkina Faso, seront solidaires donc, de cette décision. En attendant toute décision contraire, la grève est maintenue. Les conférenciers soulignent tout de même que le service minimum sera assuré pour ce qui concerne les vols d'évacuation sanitaire, les vols en détresse, les vols militaires, entre autres. Le SYNCAP se dit disposé au dialogue pour la satisfaction de la plateforme revendicative relative au renforcement des capacités des contrôleurs aériens, à leur épanouissement professionnel et à la gestion de leur plan de carrière. Le 19 août dernier, le litre de carburant à la pompe a connu une hausse au Burkina Faso. Le Super 91 est passé de 715 à 750 francs CFA et le litre de gasoil de 645 à 675 francs CFA. Invité au journal du dimanche soir de Tree TV, le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall, a donné des détails sur cette nouvelle hausse. Sa réaction dans cet élément de Fatima Telikema. L'augmentation du prix du carburant au Burkina Faso fait suite à la revue mensuelle moyenne des prix du comité interministériel de la détermination des prix des hydrocarbures CDPH. Selon le ministre en charge du commerce reçu au JDS, il est ressorti de cette revue que la subvention devenait de plus en plus insupportable pour l'État. Le litre d'essence revient à 1114 francs. Donc si on devrait vendre le litre d'essence sans intervention de l'État, c'est à 1114 francs au moins qu'il serait vendu. Le litre de gasoil, s'il devrait être vendu sans intervention, c'est à 1252 francs. Et ça vous donne donc, en prenant l'écart entre le prix de revient et le prix de vente, ça vous donne l'écart qui représente la subvention de l'État. Et cette subvention, il faut la payer. Sinon, la SONABI ne tiendra pas. Afin de permettre à la SONABI de tenir, il fallait donc un ajustement à la hausse des prix à la pompe. Une augmentation qui intervient alors que le prix du baril à l'international est en baisse. Malgré la baisse du cours en dollars, le fait que le dollar a augmenté, in fine, on paye en fait toujours plus cher. Mais mieux, et le cours lui-même à $92, c'est un cours très élevé. Et vous vous rappelez quand le dernier ajustement, en tout cas, ou disons l'avant-dernier, celui de mars 2021, le baril était à $60 et le dollar était à moins de 500. Il n'y a donc pas lieu de faire des comparaisons avec d'autres pays qui ont une tendance baissière au niveau du litre à la pompe. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le ministre, même s'il comprend les difficultés qu'engendre cette hausse. Je suis consommateur aussi, je comprends parce que ça touche mon pouvoir d'achat, ça me frappe dans le portefeuille comme tout Burkinabé. Nous en sommes conscients et nous nous battons pour que ça puisse baisser. Mais malheureusement, nous dépendons, nous ne produisons pas, nous sommes obligés d'importer au cours du monde et donc nous sommes obligés de subir. Et c'est la SONABI qui subit le plus dans cette importation du carburant. À en croire le ministre en charge du commerce, c'est une société qui fonctionne à perte. Et comme la SONABI doit vivre, commander du carburant pour le rendre disponible, elle est obligée de s'endetter auprès des banques pour pouvoir acheter et venir revendre à perte. Enfin, à perte sous-entendu, le cash qu'elle encaisse est inférieur au montant décaissé pour avoir le carburant et ainsi de suite. Donc, ça assèche ses finances. Voilà là où elle s'est retrouvée. Je ne peux pas confirmer le montant exact de la dette, mais ce qu'il faut retenir, il y a deux dettes. Il y a ce que la SONABI doit au système bancaire parce qu'elle s'endette pour pouvoir acheter le carburant. Et il y a ce que l'État doit à la SONABI parce que l'État doit compenser les différentiels des prix.
L'augmentation des 35 francs CFA sur le litre du Super 91 et 30 francs CFA de plus sur le litre du gasoil était la meilleure option selon le ministre. Et cela en tenant compte de la situation sécuritaire et humanitaire que connaît le pays. Abdoulaye Tal espère que le prix du baril à l'international continue de baisser afin de permettre à la Sonabi de vendre avec un léger bénéfice. Quant à sa privatisation, elle n'est pas d'actualité, toujours selon le ministre. Et puis ce samedi 20 août, un nouveau mouvement a vu le jour au Burkina Faso. Il s'agit de la Génération Veille Citoyenne, un mouvement qui entend créer un vaste réseau national de soutien au processus de transition, promouvoir l'unité d'action ainsi que le patriotisme. C'est un reportage de Sarah Kaboré avec la voix de Nadine Zango. Tous unis pour un Burkina Faso de paix, de sécurité et réconcilié. C'est le slogan du mouvement qui lance officiellement ses activités ce 20 août 2022. C'est dans une salle comble que le mouvement Génération Veille Citoyenne, en abrégé GVC, sonne une grande mobilisation de soutien aux forces de l'ordre et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Les premiers responsables du mouvement disent également avoir créé cette tribune pour se resserrer les coudes afin d'accompagner le MPSR pour une réussite de la transition. Pour ce mouvement, la transition doit impérativement réussir. D'abord, ceux qui sont là aujourd'hui, si vous dites aujourd'hui qu'un politicien n'a qu'à remplacer Damiba, vous pensez que qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Si vous demandez encore à l'armée de se diviser pour faire un coup d'État, pour que d'autres franges de personnes montent, qu'est-ce que l'armée divisée avec la crise qu'on vit, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Si ce n'est pas encore de ramener encore notre pays vers la porte de la disparition. C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question d'homme, ce n'est plus une question de qui est au pouvoir, ce n'est plus une question d'obédience politique, ce n'est plus une question de qui il est plus proche de quelle organisation. C'est une question de république, c'est une question d'unité d'action. Après avoir donné sa lecture de la situation socio-sécuritaire du Burkina Faso, le GVC s'engage à lutter contre le terrorisme et ce à tous les niveaux. Des jeunes volontaires, membres du mouvement, vont bientôt sillonner les 4 coins du Burkina Faso afin de recueillir les propositions des populations dans la lutte contre l'insécurité. Nous avons un programme très détaillé. Nous avons des jeunes volontaires qui ont accepté de dire qu'ils iront à Dori, qui ont accepté de dire qu'ils iront à Djibo, à Kaya, pour recueillir ce qu'on appelle le sentiment des populations là-bas. Et ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont comme solutionnement par rapport à la crise. Et nous allons recenser toutes ces idées. Nous avons des jeunes qui seront à Ouaga, à Koudougou, là où le terrorisme n'a pas encore atteint. Nous allons recueillir ce que pensent les ménages pour en faire un document, pour ensemble faire un panel. Le bilan de ces sondages sera présenté le 29 octobre prochain, ici à Ouagadougou, promet le coordonnateur du GVC. Il invite par ailleurs les populations à se départir de tout élan de sabotage du processus de transition au Burkina Faso. Et puis justement à ce sujet, on constate depuis quelques semaines d'ailleurs que le secteur des organisations de la société civile au Burkina Faso est en ébullition. On assiste à la création de plusieurs mouvements et formations politiques. Qu'est-ce qui peut bien justifier la création de tels mouvements et formations politiques et surtout comment limiter les dérives? Ces interrogations ont été analysées par le docteur Olo Pépin Ien. On l'écoute d'ailleurs dans cet entretien de Serge Kaboré. Du Front patriotique de Germain Bitou Nama, en passant par le mouvement burkinabé uni pour la transformation sociale BUT de Rosine Koulibaly, sans oublier le Front de libération nationale de Marcel Tankwano et même le dernier né, le mouvement Génération de Veille Citoyenne GVC. Bref, les organisations de la société civile burkinabé n'ont pas chômé ces dernières semaines. Autant de créations d'OSC qui, selon le sociopolitologue Olo Pépin Ien, constituent l'ouverture d'un nouveau cycle de protestation, comme à l'issue de l'insurrection populaire de 2014. Et lorsque on voit de part et d'autre que des fronts politiques se forment, et il y a des contre-mouvements qui sont déjà lancés, et vous savez que le Front patriotique a été un des mouvements qui a émergé et qui avait donné clairement une position anti-pouvoir en place. Et après cela, vous avez vu comment des autres organisations aussi ont foisonné comme des contre-mouvements. Et on peut comprendre cela comme une sorte de stratégie défensive
du pouvoir en place. Et dans la mesure où on a vu ici des organisations d'intellectuels, ou du moins une organisation d'intellectuels proches du Front patriotique, et demander publiquement la démission du président Damiba. Si parmi ces derniers nés des organisations de la société civile, certains ont pris position pour le régime actuel, d'autres affichent une posture de méfiance et d'hostilité vis-à-vis du régime. Autant d'OSC et d'arguments qui, selon le sociopolitologue, annoncent un nouveau cycle de mouvements sociaux qui pourrait déboucher sur des affrontements en cas d'exclusion. On comprend qu'au niveau donc, de l'espace politique, et qu'il y a cette sorte de, si on peut parler donc, de concurrence ou de compétition oppositionnelle, voilà, qui va nécessairement entraîner la création d'autres fronts et même des affrontements si aucune démarche inclusive n'est faite, voilà, pour instaurer un vrai dialogue. Afin de limiter les dérives et encadrer ces organisations de la société civile, le docteur Oloien appelle de ses voeux à la mise en place d'un dialogue avec l'implication de tous les acteurs. Ce que je peux demander, c'est qu'il y ait une démarche, comme je le disais, inclusive, qu'il y ait un dialogue qui puisse s'instaurer afin que de part et d'autre, et le pouvoir en place puisse prendre en compte les préoccupations des uns et des autres dans une démarche de consensus pour éviter ici des affrontements. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le contexte sécuritaire est tel qu'il ne serait pas intéressant que les fractures sur le plan politique qu'on constate puissent s'accentuer. Ça sera totalement à la défaveur du peuple. Le sociopolitologue et chercheur au CNRST appelle par ailleurs le pouvoir militaire en place à se mettre au-dessus de la mêlée politique et à se présenter comme l'armée au pouvoir. Il ne faut pas, toujours selon lui, afficher une posture partisane. Allons à présent à la rencontre du boxeur Alexis Kaboré dit Yo-Yo, triple champion du monde. On compte plusieurs ceintures à son palmarès. Déjà, il s'intéresse à la boxe dès l'âge de 14 ans et compétit sur le plan national et international. Il était fait 6 fois champion d'Afrique, 3 fois champion au World Boxing Council International, 1 fois champion de la francophonie et 2 fois au World Boxing Association. Ce champion burkinabé a décidé de mettre fin à sa carrière à cause de son âge avancé, mais surtout par manque de compétition. Aujourd'hui, il ne veut qu'une chose, voir des compétitions de boxe sur le plan national afin de promouvoir ce sport. Suivons ensemble ce reportage de Mamidriana Kamabou. Alexis Kaboré est champion du monde des supercoqs. Le boxeur burkinabé surnommé Yo-Yo a commencé à s'intéresser à la boxe depuis l'âge de 14 ans. Et c'est depuis 2004 qu'il décide de se lancer dans une carrière professionnelle de combattant dans la boxe. Et pendant une décennie, le triple champion du monde a défendu les couleurs du Burkina Faso. En 26 combats enregistrés, Yo-Yo a remporté 25 victoires, dont 6 KO et 1 défaite. J'étais au moins 6 fois champion d'Afrique, catégories différentes. En coq, j'étais champion 3 fois. En super coq, j'étais champion aussi. Ça fait au moins 6 titres d'Afrique. J'ai fait un titre en WA 2 fois. J'ai fait 3 titres WC international. J'ai fait des titres francophonie aussi. 1 fois, j'étais champion francophonie aussi 1 fois. Je suis monté au 4e mondial, au ranking mondial. J'ai fait le demi-finale mondial aussi. Le 1er mai 2015, Alexis Kaboré a mis en jeu sa ceinture de champion international de boxe WBC, catégorie super coq, moins de 55 kg contre son adversaire béninois. Au bout des 12 rounds de 3 minutes chacun, le Burkinabé a conservé son titre au point. Selon lui, durant toutes ses compétitions sur le plan national ou à l'international, il a bénéficié du soutien du ministère des Sports et de la Fédération burkinabé de boxe. Mais depuis 2015, les boxeurs burkinabés ne bénéficient d'aucun accompagnement. Une préoccupation majeure, surtout pour la nouvelle génération. Actuellement, le ministère aussi a coupé les financements de la boxe professionnelle. Ça fait que les jeunes s'entraînent. Ils veulent être champions aussi, mais manque de financement. Parce que je suis prêt à accompagner la jeunesse de persévérer. Je pense que si le ministère faisait le pas,
si le ministère nous accompagne, on va arriver à notre but parce qu'on a des talents, on a des jeunes boxeurs qui sont tellement bons et il y a d'autres qui se débrouillent mais ils essaient mais ils n'arrivent pas, manque de moyens. On demande au ministère de nous accompagner. Un appel qui sonne comme un cri de cœur à l'égard du ministère en charge des sports et particulièrement de la Fédération burkinabé de boxe. Pour préparer les combats, on a vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir préparer les combats. Et il y a aussi l'énergie qui est là-dessus. Donc ça fait il y a des difficultés. Mais bon, par exemple, la fédération doit nous accompagner aussi. Et si c'est le cas que, bon, si la fédération ne nous accompagne pas dans cette préparation-là, donc je pense que vraiment les difficultés là sont beaucoup. C'est ici que le champion du monde suit ses entraînements avec son coach. Alexis Kaboré dit avoir mis fin à sa carrière à cause de son âge avancé et par l'absence depuis plusieurs années de compétitions organisées sur le plan national. Parce qu'il y a très longtemps, j'ai boxé un combat officiel. J'ai dû faire des petits combats, mais en dehors de Burkina. J'étais à Accra, j'étais en Angleterre, bon, tout ça, mais c'est des petits combats, pas des gros combats. Mais ici, c'est les sponsors, l'accompagnement du ministère qui nous manquait. C'est pour cela qu'on n'a pas pu boxer ici. Et en attendant que le ministère des Sports et la Fédération burkinabé de boxe initient d'autres compétitions, Alexis Kaboré, dit Yo-Yo, poursuit ses entraînements avec son coach. Il continue aussi à entraîner les jeunes boxeurs. Et puis en football, les étalons ont terminé leur phase de préparation des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo avec un match amical face au Niger. Débuté il y a un mois, c'est en 2 phases que la préparation s'est faite à travers des matchs amicaux en vue de la double confrontation avec la Côte d'Ivoire. Et la fin de ce stage, la fin du mois de ce stage a été couronnée par une double victoire face au MENA du Niger. Les détails avec Assami Tiamtoré. Les étalons locaux terminent la phase de préparation des éliminatoires du CHAN 2022 par une victoire face aux locaux du Niger. En match retour, ils s'imposent comme au match aller, 1-0. En première période, le match était équilibré avec quelques occasions. Michel Batiobo, sur un centre de Blakis, gagne la seule occasion. Mais son coup de tête passe à côté. En seconde période, soit à la 46e minute, les étalons obtiennent un coup franc. Cheikh Ouedraogo dépose un ballon sur la tête de Assami Sassanda pour l'ouverture de la marque. Les Nigériens, grâce à Abdulaziz Ibrahim, tentent parfois de percer la muraille défensive des étalons, mais en vain. En fin de rencontre, les poulains de coach Oscar Barrow manquent de peu d'aggraver le score, d'abord sur ce corner repris par Cheikh Ouedraogo. Et sur cette contre-attaque, loupé par Cam Rodrigue, entré en seconde période. Score final, 1-0 pour les étalons locaux. Selon Oscar Barrow, le niveau est acceptable. Ce que nous pouvons tirer de ces 2 matchs, je pense que du premier match à aujourd'hui, nous sommes montés un peu sur le plan physique. Et même si toujours on a des insuffisances que nous remarquons, nous sentons également que tous les joueurs ne sont pas au même niveau. Mais il faut arriver à composer avec l'ensemble. Sur le plan physique, on a un niveau disparate, donc c'est pas très aisé. Mais je pense que c'est ça aussi notre travail, de pouvoir amener tout le monde au même niveau et d'être performant et pour aller chercher la qualification à Abidjan. Après cette préparation jalonnée par des matchs amicaux, Oscar Barrow dit être confiant pour cette double confrontation. Oui, bien sûr que je vais pour me qualifier, voilà, mais avec nos insuffisances que nous avons, mais nous pensons pouvoir être prêts pour ce match et nous sommes à un niveau où on n'a pas droit à l'erreur et je pense que les joueurs comme l'encadrement technique, nous sommes tous conscients de cela et nous avons travaillé à cela. Aujourd'hui, nous avons des insuffisances, des petites insuffisances que nous devrons parer, mais je pense que d'ici une semaine, nous avons encore un peu de temps pour le faire. Les étalons locaux quittent Ouagadougou ce 23 août pour Yamoussoukro et joueront le match aller le 26 août.
Et puis au Mali, le colonel Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre par intérim par le président de la transition malienne. Il remplace Choguel Kokala Maïga, absent depuis plus d'une semaine pour raison de santé. Au sein de la population malienne, cette décision est diversement appréciée. Voilà pour vous quelques réactions avec notre reporter sur place, Bouraï Mansoulou. Plus d'une semaine après la révélation de la maladie du Premier ministre par le magazine Jeune Afrique, information aussitôt démentie par la cellule de communication de la primature, l'état de santé de Dr Choguel Kokala Maïga est au cœur des débats. Ici à Bamako, si certains restent derrière les dits des autorités, d'autres se posent des questions et vont plus loin, surtout avec l'annonce ce dimanche 21 août 2022 d'un intérimaire désigné par le président de la transition. Moi je trouve ça logique et normal dans le fonctionnement d'un État, parce qu'un État ne peut pas se résumer à une seule personne. Un État ne peut pas être bloqué parce qu'une seule personne n'est pas disponible pour le servir. Alors, c'est juste pour assurer la continuité, le temps qu'il se remet de sa santé. Même s'il n'avait pas de soucis de santé, il a besoin quand même d'un temps pour se reposer, se refaire un peu pour pouvoir reprendre la main. Quand on nous a dit que dans le communiqué, qu'il est en repos recommandé et qu'il reprendra ses activités la semaine prochaine, donc ça c'était la semaine dernière qui a pris fin hier. Donc ce que le communiqué nous a dit, donc ça n'a pas eu lieu, donc cela nous pousse aussi encore à nous poser des questions. Est-ce que ce que Jeune Afrique avait dit par rapport à son état de santé est-il vrai ou pas? S'il était victime d'AVC, je crois que cela ne doit pas être un secret pour les Maliens. C'est un droit pour nous aussi de savoir son état de santé. Pour moi, le Premier ministre est vraiment malade. Et même si le régime ou bien certains de ses amis essaient de cacher la vérité à l'opinion publique, et je pense que le Premier ministre est réellement malade. Vu ce décret qui a été lu hier sur les antennes de la chaîne publique, on peut dire que le Premier ministre est réellement malade, même sans que le décret le précise. Mais c'est aussi une manière pour le pouvoir de Assimi Goïta de mettre de côté le Premier ministre qui est aujourd'hui décrié par une grande partie de la classe politique et certains Maliens qui pensent aujourd'hui que c'est le Premier ministre le problème, et même aussi de l'opinion internationale. Pour un rappel, la primature avait annoncé que le Premier ministre, chef du gouvernement, était au repos forcé par son médecin et qu'il allait reprendre ses activités courant la semaine dernière, ce qui n'a pas été le cas. N'oubliez jamais, messieurs, dames, que chaque grande difficulté porte en elle sa propre solution. Elle nous oblige à changer notre façon de penser afin de la trouver nous-mêmes. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent mardi et à demain pour une nouvelle session d'information.